mais qui s'adresse à vous et peut-être aussi à Maître Lucas Balou. Pour avoir été longuement dans les comités régionaux d'indemnisation et de conciliation, il me semble que les praticiens ont été condamnés en responsabilité sans faute. Non ? Praticien. Oui, il y a eu de tout. Il y a eu surtout une évolution de la jurisprudence. C'est ce que je pense aussi, oui. Et ce qui est dommage, parce que... La loi Kouchner a réintroduit la faute. Ouais. Merci. Depuis la loi Kouchner, on a réintroduit la faute, et ce qu'a dit Madame tout à l'heure était l'après-loi Kouchner, si vous voulez, parce qu'il y avait eu une jurisprudence de la Chambre civile de la Cour de cassation qui tendait d'une façon majeure à présumer la faute. Et donc on est revenu à beaucoup plus d'oxygène pour les chirurgiens, pour les médecins en général, en réintroduisant la nécessité, le principe pas de responsabilité sans faute. Oui. Mais alors donc vous n'avez pas pu le voir en CCI, puisque les CCI ont été créés justement par la loi Kouchner. Ouais. Par contre, c'est vrai que ce qu'on peut voir en CCI, enfin je ne sais pas quelle expérience vous avez, mais en CCI, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut avoir des décisions parfois, enfin des avis rendus par les CCI, qui tentent à retenir la responsabilité civile, alors même que l'expertise dit qu'il n'y a pas de faute, parce qu'on n'a pas vraiment affaire à des magistrats professionnels, effectivement. On a des représentants des usagers, des représentants des médecins, des représentants des assureurs, et ce qui fait qu'on peut avoir des décisions entre guillemets voilà, qui sont juridiquement. Ce qui reste dans l'esprit des patients ou de leur famille, c'est forcément, si c'est l'assurance du médecin qui paye, c'est qu'il a fait une faute. Oui. Alors, ouais. Après, on rappelle que la CCI ne donne qu'un avis, voilà, que cet avis, nous avons la capacité de le refuser, ce que nous faisons régulièrement dans à peu près 15% des avis, je crois, que nous refusons. Ouais. Donc, avant d'engager sa responsabilité, mais on peut essayer d'éviter l'accident médical et le risque médico-légal, le risque de mise en cause. On a écrit, on a un partenariat assez actif et assez fort avec l'Académie de chirurgie, bien sûr, avec aussi le CNJC, mais depuis un peu plus longtemps avec la Softcode notamment, et nous avons écrit ensemble une charte pour maîtriser le risque médico-légal, médical et médico-légal, et donc je vous propose de la partager. Le premier point, c'est je limite mes actes à ce que je maîtrise en termes de formation et d'expérience. Je vais passer assez vite si vous voulez vous arrêter sur un point ou l'autre. Je souscris à mes obligations de formation continue ou de démarche d'accréditation et j'évalue mes pratiques. En cas de réunion de médiation concernant un de mes patients et si ma présence est souhaitée, je participe à la séance. En cas de déclaration de sinistre, conformément aux conditions générales de mon contrat d'assurance, je collabore et fournis toutes les informations utiles à la bonne préparation et à la défense de mon dossier. Alors, je rappelle qu'avant qu'il y ait une réclamation indemnitaire, on peut mobiliser la commission des usagers qui est normalement dans chaque établissement et on peut proposer aux patients ou aux ayants droit de rencontrer le médiateur médical de la commission des usagers et ça permet de désamorcer un certain nombre de conflits potentiels. Et puis après, quand on en arrive au contentieux, qu'il soit amiable, CCI, judiciaire, effectivement, il y a, et je crois que c'est le cas chez tous les assureurs, un engagement contractuel à participer activement à la défense des dossiers et à préparer l'expertise avec l'assureur, le médecin de l'assurance. Je travaille en collaboration active avec mes confrères, le personnel et la direction de l'établissement dans lequel j'exerce, dans le but d'assurer au mieux la sécurité des soins, notamment post-opératoire, et de lutter contre le risque infectieux. Donc, bien sûr, l'exercice libéral est un exercice souvent individuel, néanmoins, on ne peut pas omettre que vous exercez dans une équipe pluridisciplinaire, avec des anesthésistes, avec d'autres chirurgiens, avec des infirmières de plusieurs sortes, IBOD, IDE, etc., IAD. Seul un travail collaboratif permet de maîtriser correctement le risque.
J'entretiens de bonnes relations avec mes collègues, médecins et paramédicaux, je suis bienveillant avec eux. Je prends en compte leur point de vue et propose mon aide lorsque je constate des problèmes dans l'équipe. Encore une fois, la notion de travail en équipe est essentielle. On est à l'heure où on s'améliore en équipe, on travaille sur le facteur humain, on progresse en équipe, et donc il faut avoir cette conscience de travail en équipe et cette volonté de travailler en équipe, d'être bienveillant avec ses collègues. On ne compte plus, nous, les sinistres qui sont déclenchés par un comportement anticonfraternel entre médecins, du type quel est le sagouin qui vous a opéré, ou qui vous a fait cette opération, qui vous a raté cette opération, etc. Et ça, c'est sûr que derrière, on a un conflit, et vous serez aussi dans le conflit si vous êtes l'auteur de ces propos. Donc, restons bienveillants entre professionnels de santé. Chacun doit assumer ses responsabilités, mais il faut être confraternel et bienveillant. Alors, je garde un esprit critique et j'agis avec prudence par rapport aux nouvelles techniques et aux nouveaux dispositifs. Vous verrez en libéral comme en public de nombreux fabricants de matériel, de dispositifs vous vanter les mérites de leurs innovations. Pensez à bien vous renseigner auprès de ceux qui en ont déjà eu l'expérience, si c'est le cas, de bien étudier la littérature à propos de ces documents, de ces nouveaux dispositifs, pour ne pas vous lancer et après regretter d'avoir utilisé une technique ou un dispositif qui potentiellement fera scandale dans les journaux un peu plus tard. Je réserve à chacun de mes patients un temps dédié à l'information et en cas d'intervention programmée, je respecte le délai de réflexion adapté. Je rappelle que l'information du patient se fait en 3 temps. On parle de l'information en soins programmés, en chirurgie programmée. Il y a la délivrance de l'information en elle-même, il y a un délai de réflexion et le processus d'information se termine par un consentement éclairé qui doit être signé. On a l'habitude de dire à Cham que lorsqu'il manque le consentement éclairé signé, mais qu'il y a une très belle traçabilité de l'information, ainsi qu'un délai de réflexion qui est adapté, on va pouvoir défendre le dossier. Au contraire, lorsqu'il y a dans le dossier que le consentement éclairé et qu'il n'y a aucune trace de l'information, ça va être particulièrement difficile à défendre. Alors, je bénéficie d'un tuitu qui est... Alors, attendez, hop là. Allez-y. Je vais vous faire une petite démonstration d'un tuitu. Un tuitu, c'est... alors, comment on fait? On se met plein écran, voilà. Un tuitu, c'est un petit outil que nous mettons à la disposition de tous les chirurgiens, assurés ou non assurés Cham, qui permet de générer une notice d'information personnalisée pour les patients en fonction de leur facteur de risque individuel en moins d'1 minute. Alors... Voilà, donc, vous tapez le nom du chirurgien. On va mettre Hubert en chirurgien. Alors, je ne suis pas habitué, on est sur un... Clémentin, peut-être Hubert, voilà. On va faire une chirurgie colorectale, allez, pourquoi pas. Voilà. On va opérer Madame Test. Brigitte. Ginette, moi j'aime bien. Ginette. On va mettre une date de naissance, voilà. Après vous avez un onglet... Ah, non. Hyper sensible ce truc. Vous avez un onglet information générale. Donc là, soit vous avez une fiche d'information de votre société savante que vous avez en PDF sur votre ordinateur et vous pouvez la rapatrier ici. Soit vous dites que vous avez une fiche d'information séparément que vous avez imprimée vous en avez une pile sur votre bureau, vous allez la remettre. Soit vous n'avez pas de fiche d'information.
Et puis là, vous rentrez dans la partie personnalisée. Donc là, par exemple, vous pouvez cocher que votre patient est tabagique. Vous voyez que ça auto-coche un certain nombre de risques. C'est évidemment à vous, en tant que chirurgien, de paramétrer en fonction de la probabilité du risque que vous imaginez. Votre patient est tabagique, mais il est quand même assez actif. Vous allez décocher escar, c'est pas la peine de lui faire peur pour rien. Vous allez cocher, par exemple, qu'il a une anomalie de la coagulation. Voilà. Vous pouvez éventuellement, évidemment, si il manque des facteurs de risque, en rajouter ici, et s'il manque des risques, en rajouter ici. Voilà, vous cochez ici et vous générez la notice. Voilà, ça vous génère une notice en 3 exemplaires. Si vous aviez téléchargé la fiche d'information PDF, elle se serait mise à la fin. Vous pouvez évidemment, comme c'est du PDF, soit l'imprimer, soit l'enregistrer, soit l'envoyer directement par mail. Donc, je ne sais pas si vous voyez suffisamment, mais... un petit coup de zoom, voilà. Notice d'information, donc pour faire suite, donc c'est une notice d'information personnalisée pour Madame Test, nature d'intervention chirurgie colorectale, pour faire suite à notre entretien au cours duquel je vous ai notamment informé sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles liés à l'intervention qui vous est proposée. Ça, c'est les termes réglementaires qui figurent dans l'obligation d'information orale des patients. Je vous ai remis une fiche d'information relative à cette intervention. Voilà, Madame Test, je vous remets la fiche. De plus, au regard de votre état de santé et des facteurs de risque suivants que vous avez déclarés ou qui ont été identifiés, donc tabagisme, anomalie de la coagulation, plus celui que j'ai rajouté, j'ai également attiré votre attention sur le fait que vous présentez à l'occasion des soins envisagés un risque plus important de présenter, vous avez la liste des complications dont le risque est majoré, en tout cas dont vous avez estimé que le risque est majoré. Les risques identifiés, pardon. Ouais. Les risques identifiés dans cette notice d'information personnalisée vous ont été commentés lors de notre entretien. J'ai répondu à toutes vos questions. Les recommandations vous ont été données au regard de vos facteurs de risque. Madame Test, je vous conseille vivement d'arrêter de fumer dans les 2 mois au moins avant l'intervention. Le document est automatiquement daté du jour de la consultation et de l'utilisation lors de la consultation avec le docteur Johannet, et il y a un emplacement évidemment pour mettre le cachet du médecin. Personne ne vous reprochera de faire signer ces documents aux patients, même si réglementairement la délivrance, les documents accompagnant l'information n'ont pas vocation à être signés. Seul le consentement éclairé final doit être signé. Il est évidemment très important par contre que la date de signature, la date de remise et ou de signature des documents d'information ne soit évidemment pas la même que la date de signature du consentement éclairé, ce qui voudrait dire que le délai de réflexion a été oublié ou contracté. Voilà, donc ça vous en avez 3 exemplaires, un pour le patient, un pour votre dossier médical et un pour le médecin traitant. Si vous écrivez au médecin traitant ou au correspondant, vous glissez ça dans l'enveloppe et ça vous fait une très bonne traçabilité de l'information, et c'est surtout une information personnalisée. 60% des chirurgiens qui utilisent ce dispositif estiment que cela leur permet de revisiter, réévaluer une dernière fois le rapport bénéfice-risque de l'intervention qu'il propose aux patients. Donc, merci. Voilà, donc je vous le disais, j'évalue avec soin le rapport bénéfice-risque des interventions que je propose, et je recueille un consentement éclairé signé. Au-delà d'un consentement éclairé signé, c'est vraiment l'adhésion du patient sur les soins que vous lui proposez qu'il faut obtenir, après lui avoir exposé les différentes alternatives thérapeutiques, y compris celles que vous ne maîtrisez pas, et auquel cas, si une technique est préférée par le patient et que vous ne la maîtrisez pas, ou que vous ne la pratiquez pas, ou que vous ne souhaitez pas la pratiquer, vous chercherez à orienter le patient chez un de vos confrères qui la maîtrise ou qui la pratique. On doit évidemment informer le patient de l'évolution potentielle de sa pathologie en l'absence des soins, pour qu'il puisse éventuellement faire un choix d'abstention thérapeutique s'il le souhaite. Je respecte et j'écoute mes patients et je prends en compte leurs doléances, en particulier post-opératoire. J'assure l'information du médecin traitant concernant les consignes de suivi de traitement post-opératoire. Donc là, ça rejoint un peu l'exemple qui a été choisi par Marianne Udry. Il est essentiel
de bien écouter ces patients en post-opératoire. Hein, les patients qui se plaignent de douleurs insupportables en post-opératoire, surtout quand ils ont déjà eu le même type d'intervention et qu'ils n'ont pas ressenti les mêmes douleurs, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas une chochotte, c'est quelqu'un qui potentiellement présente une complication. Donc attention, soyez très attentifs aux messages qu'envoient les patients en post-opératoire, il faut les prendre en compte, il ne faut pas les négliger. On a énormément de sinistres liés à un défaut de suivi post-opératoire qui sont liés à la négligence des signaux faibles transmis par les patients. Et puis effectivement la collaboration avec la médecine de ville, dite de ville, pour le suivi post-opératoire à distance. Vous voyez que là, il aurait été par exemple intéressant que le médecin généraliste qui a vu la patiente qui avait eu sa lipoaspiration ait une fiche de suivi, un numéro à rappeler, des consignes. N'hésitez pas à joindre le docteur Intel qui a opéré la patiente à n'importe quel moment en cas de complications, de suspicion de complications opératoires. Préférez hospitaliser par excès que par défaut. J'utilise le système de signalement quand je constate la survenue d'un événement indésirable. J'en informe le patient si celui-ci est concerné. J'utilise l'analyse des événements indésirables comme retour d'expérience utile et source de progrès dans mes pratiques. On est à l'ère des RMM, des retours d'expérience, des CREX. Il est absolument essentiel de travailler sur les accidents médicaux, responsables ou non responsables, et en particulier ceux qui sont reproductibles, pour progresser dans les pratiques. Et enfin, je considère le dossier patient comme un outil de communication, d'information et de coordination. J'assure la traçabilité de toutes les interventions de ma part. Mes comptes rendus opératoires sont complets. Ça, c'est extrêmement important. La traçabilité médicale, c'est votre protection, c'est votre garantie médico-légale, c'est votre protection médico-légale. Pour un expert, pour un juge, tout ce qui n'est pas écrit n'est pas fait. Donc, pensez à tracer vos interventions dans les dossiers, pensez à noter que vous avez pris en compte tel ou tel examen, que vous avez intégré tel ou tel résultat dans votre raisonnement médical, et à ce moment-là, on ne sera plus sur une faute, mais sur une erreur, ce qui est tout à fait différent du point de vue de la responsabilité. Les comptes rendus opératoires sont absolument essentiels. On a multiples cas de complications post-opératoires dans lesquels les chirurgiens disent « oui, mais pendant l'intervention, il y avait ci, il y avait ça, il y avait une anomalie, il y avait une particularité, etc. » Oui, mais sauf que c'est pas dans le compte rendu opératoire. Si c'est pas dans le compte rendu opératoire, on ne peut pas défendre, c'est inutilisable. Donc attention au compte rendu opératoire tout fait, au copier-coller, ça c'est extrêmement dangereux. Il faut bien penser à personnaliser vos comptes rendus opératoires, si possible dans la foulée de l'intervention, parce que pour que ça soit encore frais dans vos mémoires. Et encore une fois, c'est vraiment votre garantie médico-légale. Nous avons mis en place avec le Conseil national des jeunes chirurgiens un passeport sécurité des soins CNJC CHAM qui est disponible sur le site internet du CNJC, qui est gratuit pour tous les jeunes chirurgiens et qui consiste en une formation e-learning de 1h30 environ que vous pouvez faire en plusieurs fois, laisser, reprendre, etc. Sur le thème de l'information des patients, sur la traçabilité médicale et sur l'analyse des accidents médicaux. Je dirais que c'est comme ça a été marqué en dessous là, dans la présentation sur le site, c'est les bases du management des risques pour une pratique mieux sécurisée, indispensable avant vos premières gardes, avant vos premiers postes seniors et bien sûr avant votre première installation. Je vous remercie. Quelques questions sur c'est des questions sur la responsabilité médicale. Oui, absolument. Donc, parce que c'est vraiment un vrai sujet qui prend de plus en plus d'importance. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que tu peux passer le... Juste en fait sur l'intervention qui a précédé, en fait quand on a parlé de responsabilité en cas de faute, enfin en tout cas en cas de litige lors d'une opération, admettons en fait que lors de l'opération chirurgicale tout a été respecté en termes de protocole par le praticien mais malheureusement ça a quand même abouti au décès du patient dans le domaine privé. Quelle est la peine entre guillemets maximale qui peut le dommage maximal qui peut lui être imputé à lui
en admettant qu'il ait vraiment tout respecté. En fait, ça veut dire que vous allez pouvoir vous défendre dans ce cas-là, justement en démontrant que vous n'avez pas commis de faute. Et vraiment, j'insiste sur le fait qu'en tant que pro de santé aujourd'hui, il n'y a pas de responsabilité civile s'il n'y a pas de faute démontrée. Donc, le patient pourra toujours alléguer une faute, mais dans l'expertise a précisément vocation auprès d'un médecin, donc l'expert judiciaire, a précisément vocation à vous permettre de justifier tout ce que vous avez fait, et ça c'est extrêmement important, tout se joue à ce moment-là, et de démontrer qu'on est dans un aléa thérapeutique et pas dans un acte fautif. Et à partir de là, il n'y aura pas de responsabilité civile, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'indemnisation qui pèsera sur vous, mais sur la solidarité nationale à travers l'ONIAM. Donc c'est la sanction, on va dire, qui... Ah, sanction. Il ne doit pas y en avoir. Ouais. C'est ça, c'est pas une sanction. C'est justement parce que c'est justement parce que c'est pas une sanction que le sujet n'est pas réellement de savoir qui va la payer. En revanche, la victime, en tout cas le patient qui maintenant est devenu une victime, doit avoir une réponse indemnitaire. C'est précisément pour ça que soit il y a quelqu'un qui est responsable de son dommage et qui va devoir l'indemniser, soit il n'y a personne de responsable parce qu'on est dans l'aléa thérapeutique. Et dans ce cas-là, on a mis en place, c'est la loi du 4 mars 2002, la loi Kouchner, qui a mis en place, en même temps que les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation, ce fameux ONIAM qui a vocation, avec l'argent public, en réalité, à indemniser les aléas thérapeutiques les plus graves. Et c'est valable à la fois dans le domaine privé et public Oui, D'accord. public, privé, c'est commun à l'exercice médical. On peut peut-être apporter une petite précision sur la question de la preuve et sur la question de l'information. Comme Marianne vous l'a dit, il appartient au requérant de prouver que vous avez fait une faute, sauf dans le cas de l'information du patient où il appartient au praticien ou à l'établissement d'apporter la preuve qu'il a donné une information fiable et loyale au patient. D'où l'importance de la traçabilité de l'information, de l'utilisation d'outils de personnalisation et d'informations poussées. D'accord. Et pour cette fois-ci dans le domaine public, en fait, par exemple au CHU, si il se passe la même chose, mais cette fois-ci le chirurgien est en faute de manière plus ou moins évidente, là sa responsabilité ne peut pas être. Enfin, c'est la responsabilité de l'établissement qui est mis en cause, même quand il est en faute. Typiquement, le cas que j'ai évoqué, admettons que là c'est en clinique, peu importe, admettons que ça se passe dans un CHU, effectivement, le chirurgien est un praticien hospitalier. La différence, alors il n'y aura pas de différence sur le pénal et sur l'ordinal, parce que ça, c'est pas impacté par le statut. En revanche, sur l'aspect indemnitaire, responsabilité civile, effectivement, ce qui va changer, c'est que c'est le CHU qui sera responsable des fautes commises par ses praticiens. Et c'est pour ça que les salariés et les praticiens hospitaliers ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance, parce que dans leur exercice hospitalier, c'est l'établissement qui indemnisera les victimes. C'est valable si vous êtes salarié du public comme du privé, d'ailleurs. D'accord, donc même en cas de faute évidente, il ne risque pas, par exemple, de grosses amendes ou bien je sais en fait concrètement. Oui, chacun est est responsable pour son activité du point de vue pénal et ordinal. C'est une responsabilité individuelle personnelle à laquelle personne ne peut se substituer. Les assureurs